Bonjour, vous écoutez bien La Confiture dans le Perche. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les apprendre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Évitez les contrefaçons. Exact. La vraie confiture vient uniquement de la région confiture. C'est ça. Sinon, c'est juste du sucre aromatisé. Ouais, c'est de la purée de fruits sucrés. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors, si j'ai bien compris, on va parler un peu de l'univers des Mormons. Tout à fait. Et puis après, on célébrera un peu Halloween en parlant de bière. Ouais, je vois mal le lien entre... À la fin, ce sera hyper clair. Avant, ça sera limpide, comme, C'est ça. comme certaines bières. Comme de la bière. Mais pas toutes. Pas toutes. Les bières troubles sont très bonnes. Et donc, comme on s'excuse un petit peu pour nos derniers épisodes qui étaient soniquement imparfaits, puisqu'on les a enregistrés à distance avec les logiciels qui vont pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, on enregistre dans le Perche. C'est ça. À phraser. Phrasé. Tu es venu jusque dans ces lointaines contrées. Jusque dans ton domaine. C'est ça, sur mes terres. Bref, donc c'est moi qui commence. C'est ça. En te parlant de Mark Hoffman et les Mormons. Ah. Les Mormons, on tourne en tour depuis un certain moment. Quand même. Oui, ouais. On les a quand même pas mal évoqués jusqu'à présent. Évoqués, mais évités aussi. C'est vrai. Et en fait, je marche un peu sur tes plates-bandes aujourd'hui, puisque je vais parler d'un faussaire, Mark Hoffman, et d'une secte aux pratiques un peu controversées, les Mormons, parce que c'est quand même un peu une secte. Oui, on peut aller jusqu'à dire que c'est une secte. Ouais, même si, maintenant, il y en a beaucoup, des Mormons. Oui, mais maintenant, ça n'a plus rien à voir, c'est l'église des saints des derniers jours. C'est vrai qu'il y a un truc, je vais pas en parler, mais il y a un truc sur... ils aimaient pas trop qu'on les appelle Mormons. Non, je pense que c'est le M-word. Ouais, un peu. Mais alors donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de franchir le Rubicon et de parler des Mormons aujourd'hui? En fait, tout commence il y a un mois ou deux quand notre ami Eddie, qui était venu nous parler de catch dans l'épisode 38 de la saison 1, nous a conseillé la série Under the Banner of Heaven, sur Ordre de Dieu en français. Oui. Encore une fois, un titre français qui rend hommage au titre anglais. Avec l'excellent Andrew Garfield, qui est meilleur que dans Spider-Man, et qui donc est une série policière, mais qui se passe dans l'Utah, et Andrew Garfield est un détective mormon. D'accord, donc c'est l'autre série sur les Mormons, après Big Love. Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait pareil. Mais donc, au détour de quelques épisodes, la série distille un petit peu des détails sur l'histoire des Mormons. Et après 2 épisodes, alors ma curiosité avait déjà été un petit peu... Ça distille, mais pas assez. Ouais, voilà, ça distille pas assez. Et ma compagne, surtout, m'a dit, il faut absolument que tu fasses un épisode de la confiture sur les Mormons parce que je veux savoir ce qui est vrai. Ça a l'air d'être complètement débile. Comme elle écoute pas très bien le français. Oui, en l'occurrence. C'est fait un épisode et puis comme ça, après, tu me retraduiras. Ouais, alors, les dessous de la confiture, quand je prépare un épisode, en fait, je l'explique à ma compagne en anglais. Et ça me permet de savoir si j'ai bien compris mon sujet ou pas. Parce que des fois, elle me regarde en disant... Là, il y a un problème. Ouais, là, je comprends pas. Donc, je me mets à chercher un petit peu l'histoire des Mormons et très vite, je tombe sur la mention d'un des meilleurs faussaires de l'histoire, paraît-il. Et là, voilà, c'est sûr que j'ai un sujet pour la confiture parfait, quoi. Alors, comment tu définis meilleur faussaire? Meilleur faussaire parce que... Donc, Mark Hoffman, oui. C'est lui dont on parle... qui est un Américain, qui est né en 1954. Bon, alors là, il est en prison à perpétuité pour une histoire de bombe. Je vous raconterai ça à la fin. Mais donc, malgré le fait qu'il ait travaillé en tant que faussaire pendant à peine 5 ans, il est considéré comme un des meilleurs faussaires de l'histoire parce qu'il a bluffé des experts. D'accord. En documents anciens, et même des experts qui ne sont pas mormons. Alors même des vrais experts normaux, quoi. Il a même failli, on va le voir à la fin, vendre un truc à la librairie du Congrès, qui est donc la plus grande librairie. Parce que tu vois, tu peux te dire, soit le meilleur faussaire, c'est celui qui arrive justement à être indétectable, et auquel cas, le titre de meilleur faussaire, peut-être qu'on ne pourra jamais le décerner, par définition. Soit tu te dis juste, c'est celui qui a gagné un max de thunes. Alors on va voir qu'il a gagné pas mal d'argent avec cette histoire, et qu'il s'est fait choper, en fait, pas parce qu'on a découvert que ces trucs étaient faux, mais à cause de cette vague histoire de bombe. Bon. Où il était quand même assez vite suspect et donc on allait fouiller chez lui et là les gens ils ont fait mais dis-moi mais dis donc tout ce matériel là
Non, mais donc, il a bluffé pas mal d'experts, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un des meilleurs faussaires de l'histoire. Il semblerait que ces faux étaient particulièrement bien faits, et que même, il est possible qu'il en reste encore, qui tournent, en fait. Qu'on n'a pas encore identifié. Ouais. Parce que lui n'a pas tout dit, et il a pas... Alors, on va le voir, il a surtout fait dans le papier mormon. Hein, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce qu'il est né dans une famille mormone, il a été élevé en parfait saint des derniers jours, et tout ça. Mais donc, il a surtout fait des trucs avec l'église mormone, mais il a aussi fait des papiers qui n'ont rien à voir, qui pouvaient intéresser la bibliothèque du Congrès. Et puis après, tu as l'étape d'après où les faux deviennent connus, mais ont de la valeur parce que... Oui, parce que c'est les siens. Parce que c'est les siens. Et c'est possible d'ailleurs. Mais bon, il y a des trucs, il semblerait que plusieurs années après son arrestation, il avait fait un faux poème de Emily Brontë, je crois. D'accord. Manuscrit, du coup, de la main de l'auteur et tout machin, qui a encore été vendu $30,000 chez Sotheby's, quoi. Après qu'il se soit fait arrêter. D'accord. Parce que, ils avaient oublié. Bon, mais donc, pour bien comprendre toute la portée de ce qu'il a fait avec les documents mormons, il faut un peu se plonger dans l'histoire des Mormons, quoi. Et de où ça vient, cette nouvelle religion. C'est assez récent, en fait. Donc, comme on le disait au début, on l'a quand même déjà pas mal évoqué, hein, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ça a été fondé par Joseph Smith. Joseph Smith, le prophète des Mormons. Le président prophète, s'il te plaît, de l'église mormone. Et ça a été fondé le 6 avril 1830 dans l'État de New York. Mais en fait, tout commence 10 ans avant. Donc, dans le fameux, je me souviens plus quelle est l'expression, mais la terre brûlée des religions. C'est ça. Donc, en fait, 10 ans avant, Joseph Smith, 15 ans, reçoit une vision de Dieu et de Jésus-Christ qui lui annonce que ses péchés sont pardonnés et que toutes les églises actuelles sont dans le faux. Dans le faux, voilà, elles ont perdu la bonne parole, tout ça. Et ils lui disent que ça, parce que bon, finalement, dans le fond, ils sont ineffables, hein, donc on peut pas vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est ça, et puis il parle à un adolescent prépubère, donc ils vont pas non plus lui faire une conférence. Hein. Ouais, enfin, avec l'inflation, 15 ans en 1800, ça fait 35 ans c'est vrai. en 2020. 1820. Donc, après sa petite vision, là, Joseph rentre chez sa mère, et à l'époque, il semblerait qu'il en ait parlé à personne de sa vision. Parce que, effectivement, on est en plein dans la Second Great Awakening, le second grand réveil spirituel américain, où tu as une espèce d'épidémie de ferveur religieuse un peu partout aux États-Unis. Ça va être l'émergence, en dehors du mormonisme, des méthodistes et des adventistes. On avait parlé aussi de l'ami universel chez les Quakers et tout. Bon, c'est un moment où ils sont tous, voilà... Tous les 4 matins, t'as un mec qui parle... Les témoins de Jéhovah, je pense aussi, non ? Je crois. Ah, j'ai pas lu ça, peut-être. Peut-être que c'est à l'époque aussi. Et tous au même endroit, en plus. Tous dans le nord de l'État de New York. Ouais, alors, parce que le nord de l'État de New York, c'est ce qu'ils appellent le Burnt-Over District. Parce que tous les 4 matins, il y a un mec qui parle avec un buisson ardent, une colonne ardente ou une cuvette de chiottes ardente, quoi. Donc, Joseph Smith, voilà, c'est normal, en fait, qu'il ait une vision. Même ses parents... Il commence à s'inquiéter, mais dis donc, t'as pas encore une vision. T'as 15 ans, t'as pas encore une vision, qu'est-ce qui se passe ? Regarde tous tes copains. Ses parents, à l'époque, ils prétendent avoir eu une demi-douzaine de visions chacun, hein, où ils ont vu Dieu, des anges et tout, machin. Bon, après, ça, ils en parlent après. Oui. Donc, bon. Après être devenu parent de prophète. Voilà, c'est ça. Le président prophète. Donc, toujours est-il, en 1820, Joseph retourne au business familial, c'est-à-dire la ferme, et la recherche de trésors au moyen de divers ustensiles magiques. Parce que c'est un peu le side hustle des Smiths. Ils ont un pouvoir de divination. Ils peuvent voir dans des pierres de vision, des seer stones, des choses cachées. D'accord. Par exemple, des trésors qui auraient été enterrés là par les Anglais. Par les Anglais ou par eux quelques jours avant. Ouais, enfin bon, voilà. On n'a pas vraiment de preuves qu'ils aient trouvé quoi que ce soit, mais apparemment, ils vendaient leurs services quand même aux gens du coin. En mode, file-nous un peu de blé, puis on... Voilà, j'ai 2 baguettes, si elles se croisent, on trouvera de l'eau. Ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment le truc de sorcier. Sauf que là, ils sont vraiment sur la seer stone, donc la pierre de vision. Ouais. Ce sont des pierres normales, hein, mais... Enfin, normales, qui ont l'air normales. Qui ont l'air normales d'apparence. Ça aura même valu quelques démêlés avec la justice, cette histoire, parce que la justice considère que c'est à la limite de l'arnaque. Ouais, mais de quel côté de la limite ? Voilà, les charges ont été abandonnées, donc il n'a pas été condamné cette fois-ci, Joseph Smith, mais voilà, bon, bref.
Et puis, en 1823, le 21 septembre, très précisément, Joseph Smith a une nouvelle vision qui va changer sa vie, qui va changer l'histoire avec un grand H, sauf que cette fois-ci, c'est pas Dieu et ni Jésus, c'est un ange, un certain Moroni, qui indique à Joseph l'emplacement de plaques d'or qui sont enterrées dans une colline du coin. Alors déjà, Moroni en anglais, enfin... Ouais. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, moron, ça veut dire idiot, abruti en anglais. Donc... Ça vient de là ? Non, je sais pas. Alors après, Moroni, je suppose qu'il le prononce un petit peu, tu vois, Moroni et tout. Oui. Mais il y a quand même moron dedans, quoi. On est d'accord. Bref, donc il lui donne l'emplacement du truc et un certain nombre de commandements qu'il doit respecter pour aller chercher donc ce trésor qui est des plaques d'or. Il lui dit, c'est des plaques d'or, il faut que tu ailles chercher les plaques d'or. Donc Joseph, il est docile, il y va, mais il peut pas les reprendre parce qu'il a pas... lourd. Non, il a pas suivi les commandements. Du coup, Moroni lui dit, bah non, tu reviens l'année prochaine. Bon, ça dure 3-4 ans, comme ça. Il en parle quand même beaucoup. Cette fois-ci, il en parle. Donc, il commence à y avoir des gens qui font, dis donc, Joseph, il faut que tu les récupères, ces plaques d'or. C'est quand même un ange qui te les a indiquées. Donc, il y retourne tous les ans, à la même date, machin. Les mecs du coin, on voit un nécromancien, à un moment donné, pour chercher les plaques, mais il les trouve pas. Et donc, finalement... Avec une armée de zombies. Le 22 septembre 1827... C'était le bon temps où dans les pages jaunes, tu pouvais être défini un nécromancien. C'est ça, tu peux dire. Tu fais de quoi dans la vie ? Bah, moi, je suis le nécromancien local. Je veux dire, chaque village a besoin de son nécromancien. C'est normal. Et donc, le 22 septembre 1827, Joseph Smith retourne sur la colline en question. Alors, j'ai pas noté le nom, mais c'est important pour les Mormons, on s'en fout. Il retourne avec sa femme. Cette fois-ci, Moroni lui dit « Ok, c'est bon, tu peux prendre les plaques, mais alors attention, tu les montres à personne. » Ils rentrent chez eux. Donc Joseph, docile, toujours, oui. Il les montre à personne. Donc sa femme, elle a le droit de les sous-peser et de les manipuler, mais entourées d'une serviette. D'accord. Donc elle les a jamais vus. Oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un les range quand même à un moment. Et déjà. Du coup, en bonhomme de son temps, il les laisse traîner. Mais... il les laisse traîner, genre aux chiottes. Bon. Alors tu rigoles, mais dans les confidences de Emma Smith, donc sa femme, elle dit à un moment donné, pendant une période, elles étaient rangées sur une boîte sur la table de la salle à manger. Mais quand il fallait bouffer, quand il fallait faire le ménage et tout, c'est moi qui les déplaçais. Oui. Donc oui, je sais combien elles pèsent, notamment parce qu'il y a eu un débat sur le poids des plaques d'or. Bref. Donc la rumeur se répand encore plus vite maintenant qu'il les a ramenées, ces plaques d'or. Tout le monde veut les voir, tout le monde veut savoir ce qu'il y a marqué dessus, parce que elles sont gravées, ces plaques d'or, d'un texte en égyptien réformé. Ouais. D'accord. Enfin, c'est... Non, mais t'es pas égyptologue. Moi, j'ai fait ça en LV2. Ah bon ? Donc tu connais. C'est ça. L'égyptien réformé. Et Joseph dit, vous inquiétez pas, Moroni m'a expliqué. Avec les plaques, j'ai un peu oublié de le dire, il ramène des plaques, mais il ramène une cuirasse aussi. Ouais. Et une paire de lunettes spéciales que l'ange lui a données, dont les verres sont en fait des pierres de vision. D'accord. Ah, c'est pratique. Parce qu'elles sont faites pour traduire les plaques dorées. Sinon, tu peux pas... Sinon, il faudrait apprendre l'égyptien réformé. Voilà, c'est ça. Or, Joseph Smith, il a à peine fini l'école. Donc, ouais. Et puis, on est en 1827. Donc, même Champollion, il a pas encore décrypté les hiéroglyphes. Ouais. Et l'égyptien réformé, c'est genre l'égyptien, mais en écriture inclusive. Genre avec les hiéroglyphes avec des points médians au milieu. Ouais, ou l'égyptien en UTF-8, quoi, tu vois. Alors, pour ceux qui ont des doutes, l'égyptien réformé n'existe pas. Ce n'est pas une langue qui existe. Et bon, ça n'existe pas, sauf là. Pour les gens qui savent. Donc là, par exemple. Bref, donc Joseph Smith se lance dans la traduction des plaques d'or avec un scribe. Un certain Martin Harris, qui est un voisin fermier, mais qui est un peu riche. Alors, il y a besoin d'un scribe, parce qu'en fait, pour traduire, il met ses pierres de vision, alors que ce soit les lunettes ou sa pierre de vision habituelle, dans le fond de son chapeau. Il met sa tête dans son chapeau, et la pierre de vision lui donne la traduction des plaques d'or qui sont ailleurs. Qui sont cachées, parce qu'en fait, tout le monde veut les récupérer. Ouais. Donc, il est obligé de le cacher, donc, il les cache, changer de cachette souvent. Mais grâce au fond de son chapeau... Il voit quand même. Mais donc, comme il a la tête dans le fond de son chapeau, il peut pas écrire en même temps. Donc, il faut qu'il y ait un mec qui écrive. Oui, oui. D'où le scribe. Voilà, c'est la solution la plus pratique. C'est logique. Bon, alors, cela dit,
Martin Harris aussi, il veut voir les plaques. Mais non, il n'a pas le droit de les voir parce que Moroni, il a dit que non. Il a le droit de les sous-peser ? Il a le droit de les sous-peser, donc il les sous-pèse, il les tâte un petit peu à travers la serviette, mais c'est tout. Mais il a un peu des doutes quand même. Donc Joseph Smith lui dit, attends, je vais lever tes doutes, je vais retranscrire un peu du texte en égyptien réformé sur un bout de papier, et puis comme ça, tu sauras qu'il y a bien écrit des trucs dessus. Donc il lui donne un papier à Martin Harris avec des caractères en égyptien réformé. D'accord. Lequel Martin Harris dit, attends, moi j'y connais rien en égyptien réformé. Donc il va à Columbia pour les montrer à un linguiste, un certain Charles Anton. Et donc ce papier est connu comme le transcript d'Anton. D'accord. Quand Martin Harris revient, il a fièrement un papier de Charles Anton qui dit « Oui, c'est bien l'égyptien réformé, je suis formel, moi, linguiste de Columbia et tout, je vous dis que c'est ça. » Alors, dans la correspondance de Charles Anton, on apprend que dès le lendemain, en fait, il écrit à un de ses collègues en disant « Il y a un mec qui est venu me voir avec un papier avec des trucs dessus, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, il est en train de se faire plumer. » Mais bon, il avait l'air tellement content. Il était content, et donc il a jamais rien signé, Charles Anton. Mais bon, bref. Charles Harris est rassuré, ou s'est dit, je suis déjà allé trop loin, il faut que je trouve une excuse pour être allé jusqu'à New York. Et donc ils se mettent à traduire. En juin 1828, ils ont déjà traduit 116 pages. Mais là, c'est la femme de Martin Harris qui... Il dit, mec, c'est bizarre ton histoire de traduction dans le chapeau, là. Ouais, ça ressemble quand même à un énorme tas de conneries. Tu t'en rends compte, Martin. Martin lui dit, attends, s'il te plaît, Bonnie. Attends, je l'ai vu regarder dans le chapeau. Il est avec moi, ça fait 6 mois qu'on bosse et tout. Sa femme arrive à le convaincre, quand même. Enfin, à le faire douter. Et donc, Martin Harris... c'est toujours de là vient le péché, hein. Bien sûr. Ramène les 116 pages de manuscrits qui vient d'écrire avec Joseph Smith chez lui pour les montrer à sa femme, pour qu'elle comprenne. Parce que là, bon. Et on ne sait pas comment, mais ces 116 pages sont perdues. D'accord. Qui revient quelques jours plus tard chez Joseph Smith en lui disant t'avais fait une copie? J'ai un petit peu... T'es dans le cloud. Ouais, tu l'avais uploadé sur ton drive, non? Non. Ah, merde. On a perdu le truc. Du coup, l'ange Moroni est vexé, il vient reprendre les plaques, et pendant 1 an, plus rien se passe. Parce que l'ange Moroni, il les regarde pendant qu'ils traduisent ? C'est un ange. Donc il est au courant. Il est au courant, quoi. Mais, il est magnanime quand même, et donc en septembre 1828, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, il rend les plaques. Il a pris les plaques ou il a pris aussi les plaques, la cuirasse, Les plaques et les lunettes. Et il rend que les plaques. D'accord. Quelques mois après avoir récupéré les plaques, Joseph Smith se dit, je vais reprendre la traduction. Mais je vais changer de script parce que Martin Harris, là, on peut pas compter sur lui, quoi. Ah, il a paumé 116 pages. Ouais, c'est un peu chiant. On peut compter sur lui pour payer. D'ailleurs, on va le garder quand même à côté pour payer. Mais il prend un nouveau script, donc un peu sa femme et surtout un certain Oliver Cowdery. Ok. Un mec du coin, qui sait écrire. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde, mais bon, voilà. Celui-là, il sait écrire. Et ils se remettent à traduire. Sauf que cette fois-ci, il n'a plus les lunettes. Donc, il est obligé d'utiliser sa pierre de vision à l'époque, quand il était chasseur de trésors. Du coup, il dit, ça marche moins bien. Ouais, ça marche moins bien. Donc, la traduction, il va y avoir des petits changements, quoi. C'est logique. Oui. C'est pas la même pierre. Enfin, je veux dire... Voilà, c'est pas la même pierre. Et puis, il se rend compte aussi, en lisant un petit peu mieux les plaques, que ce qu'il avait traduit dans les 116 pages, en fait, c'était résumé plus tard et tout. Donc, ça sert à rien de retraduire. Voilà, avançons. Ouais, voilà. Allons à l'essentiel. C'est ça. Puis un jour, on les retrouvera peut-être, ces 116 pages. Donc, pas prendre de risques. Voilà. Donc, ils traduisent. OK. Le 26 mars 1830, ils ont fini de traduire et ils publient donc le livre de Mormon, parce que c'est ça qu'ils ont traduit, grâce à l'argent de Harris, quand même. Oui. Voilà. Et donc, il fallait bien qu'il se fasse un peu... Pardonner. Ouais. C'est ça. C'est presque une... Il a presque tué la parole de Dieu dans l'œuf, quoi. Non, mais comment ça se dit, le truc quand tu payes pour que les prêtres, ils prient pour toi? Ah, une indulgence? Une indulgence, voilà, c'est une indulgence. Donc, il publie le livre de Mormon le 26 mars 1830 et le 6 avril, donc, Smith et ses premiers adeptes fondent l'Église du Christ des Saints des Derniers Jours, basée sur les enseignements du livre de Mormon. Et c'est qui alors Mormon? On y vient.
On y vient. Bon, attends. Oh là, t'as vu la transition pas préparée du tout. Pas mal. Parce que, alors, quand même, une fois qu'il a fini de traduire, Moroni vient récupérer les plaques. Parce qu'il faut pas non plus qu'elles restent dans la nature, comme ça. Donc, fais bien une copie. Bah non, alors du coup, il n'y a pas de copie. Et Smith, parce qu'il y a quand même plein de gens qui doutent, qui sont là, genre, mais attends, tes plaques, personne ne les a jamais vues. Il fait, ah si, j'ai 8 témoins. Il fait signer une déclaration par 8 mecs. Alors, il y a ses parents, mais les mecs du coin, Harris, sa femme, qui disent, oui, on a vu les plaques. Bon, puis quand tu creuses un petit peu, en fait, ils les ont vues en rêve, ou en vision, ou à travers un tissu. Donc, il n'y en a aucun qui les a vraiment vues. Mais ils les ont sous-pesées. Oui, mais c'est pareil. C'est presque pareil. D'ailleurs, ils sont, selon eux, les plaques, elles pèsent entre 14 et 28 kilos. Bah, voilà. Donc c'est précis, quoi. Je veux dire. Après, t'as des mauvaises langues qui essayent de répandre leur fiel oui, et de discréditer des religions. Enfin, je comprends pas. Moi non plus. Et donc, mais oui, pourquoi le livre de Mormon et de quoi ça parle, surtout? Eh bien, tout le livre de Mormon, c'est une histoire qui dure sur plusieurs siècles et qui commence vers 600 avant Jésus-Christ, quand la tribu de Lehi, un mec qui, je crois, est dans la Bible, quitte Jérusalem pour aller en Amérique grâce à... D'accord, parce que Lehi, ça fait plus Pékin, quoi. Non, mais parce que L-E-H-I, ça s'écrit. Ah, d'accord. Moi, je le prononce Lehi à l'américaine, quoi, tu vois. Mais Lehi, si tu veux. Bref, donc il a un GPS divin qui lui permet de quitter Jérusalem, donc, ou l'Égypte, je sais plus. Ou la Chine. non, mais plus ou moins, parce que donc, c'est quand même un des mecs, une des tribus d'Israël. Oui. C'est censé être le chef d'une des tribus d'Israël. Mais je crois qu'il part de Jérusalem à pied pour arriver jusqu'en Égypte, et qu'en Égypte, ils prennent un bateau, et GPS, l'Amérique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à côté. C'est presque à côté, et puis à l'époque, je veux dire, les bateaux, faciles pour traverser l'Atlantique. Oui. Ouais. Donc, ils arrivent en Amérique, et là, la tribu se divise en deux, entre les Néphites, qui sont les gentils, et les Lamanites, qui sont les méchants, et qui sont noirs. Parce qu'ils sont méchants. Au hasard. Non, mais parce qu'ils viennent noirs, parce qu'ils sont méchants. Ah, c'est le mal qui corrompt. Voilà, c'est ça. Bon, il se passe tout un tas de trucs, ils sont... Mais en vrai, les noirs sont pas méchants. Enfin... Non, c'est les Lamanites qui sont méchants. Mais c'est... Non, rien à voir. Enfin, pour les Mormons, un peu, Mais en vrai, non. Non, en vrai, non. Ils sont rejoints par les Jarédites, qui sont menés par le prophète Jared. Qui était là aussi. Qui est parti de la tour de Babel, lui, mais il a eu plus de temps pour venir. C'est ça, il est venu à pied. C'est plus long. Il y a Jésus qui vient leur rendre visite aussi après sa mort, enfin sa résurrection. D'accord, ouais, il se dit j'ai un ascenseur divin, en fait je peux aller n'importe où. Ouais, ça va plus vite. Ouais. Tu vois, tu t'évites l'Atlantique déjà. Puis bon, ils continuent à se faire la guerre, les Néphites et les Lamanites, jusqu'à ce que les Néphites soient anéantis. Sauf que le dernier d'entre eux, Mormon, d'accord, écrit toute leur histoire sur des plaques dorées, qui confie à son fils, Moroni. Donc Mormon, c'était pas le dernier. C'est Moroni le dernier. Oui, mais Moroni est devenu ange, du coup. Donc, tu vois. Ok. Le dernier, c'est Mormon. Je comprends. Et donc le mec, ça va, il n'était pas non plus, il n'y avait pas une grosse pression sur lui pour qu'il se batte, pour qu'il survive. S'il a le temps de graver des... Ah oui, bah alors déjà, on ne sait pas comment il grave. Hein. Ça se trouve, il a une machine à graver. Oui. Avec des touches et tout. Et puis, comme c'est le dernier, il peut se cacher. C'est grand, l'Amérique, quand même. Oui. Tu vois. Alors, on ne sait pas trop où, en Amérique. Si c'est en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bon. Ça dépend où ils ont envie d'aller, quoi. Ouais, ça dépend ce qu'on trouve, surtout. Ouais. Dès qu'ils trouvent un truc qui est là, ils font « Oh, c'est peut-être ça, alors. » Peut-être. Ça, c'est peut-être un truc de la manite, ça. Bon, puis bien sûr, tout ça, c'est tartiné de prêches et de commandements divers et variés pour être un bon saint, quoi. Oui. Enfin, bon, c'est un livre religieux, quoi, dans le fond. Pour être un bon saint et surtout pour entendre les révélations de Dieu. Parce qu'un des principes de l'Église mormone, c'est qu'un bon saint des derniers jours peut recevoir directement des révélations de Dieu. Les visions, quoi. Ouais, voilà. Ils sont tous branchés directement. Voilà. Ils ont le Godflix. C'est ça. Et il y a beaucoup de réseaux, apparemment, parce que notamment au début, il y a plein de mecs qui ont des visions, du coup. Hein, tous, hein, les Smiths, Harris, tous les mecs du début, ils ont des visions. Heureusement, Joseph Smith, il a aussi une vision dans laquelle Dieu lui dit clairement qu'il n'y a que les siennes de vision qui sont bonnes, qui sont canons, quoi. Les autres, c'est des sous-visions. D'accord. Des visions. Visionnettes. Des visionnettes. C'est des TikTok, quoi. Ça a moins de portée. Bref, le livre de Mormon, c'est un succès d'édition, hein, quand même. Il s'en vend pas mal. Et les adeptes affluent par centaines, et avec des jaloux, hein, qui traitent Smith d'escroc. Ils n'ont rien compris. Mais oui, ils n'ont rien compris. Bah, ils n'ont pas la vision. Ouais.
Ou les mauvaises. Ou les mauvaises. Et puis voilà, ils ont des visions de la manite. Et avec les jaloux viennent des mecs qui veulent tout cramer. Donc Smith est obligé de se barrer avec femme, enfants, parents, tout ça. Et ils vont à Kirtland dans l'Ohio en juin 1831. Ils vont y construire un temple là-bas. Ils vont égrener. Après, ils vont aller faire des colonies mormones dans le Missouri. Pour construire le temple, ils vont fonder une banque qui va se péter la gueule au bout de 3 mois. Parce que ils avaient plein d'or. Ah bah non, Moroni l'a repris. Bah oui, tu vas pas fondre des plaques divines pour faire des pièces. Non, mais ils avaient fondé une banque à Kirtland, alors qui s'est pété la gueule très vite, mais il y avait une crise en même temps à New York. Donc, peut-être pas complètement de leur faute, mais le fait est qu'ils ont perdu un certain nombre d'adeptes. La vision n'était pas très précise. C'est ça. La vision du CAC 40, ça va trop vite. C'est le trading haute fréquence. C'est ça, la vision haute fréquence, ça marche pas. Elle marche moins bien. Et donc, il y a de nouveau des gens qui veulent tout cramer, donc ils sont obligés de partir de l'Ohio. Il y a Smith, quand même, à un moment donné, il se prend le goudron et les plumes, comme dans Lucky Luke. Ouais. Puis ils sont obligés de partir, donc ils vont dans le Missouri, après, à Far West. Bien nommé. Voilà, il la renomme Zion. Parce que bon. Ils s'en foutent, il y a que de toute façon. Ouais, puis de toute façon, des Zion aux États-Unis, j'imagine qu'il y en a 150 000. Il doit y en avoir un tétrachier, ouais. Donc ils passent un petit moment dans le Missouri, ils se font de nouveau virer par une milice, ensuite ils vont à Nauvoo, dans l'Illinois, où là ils ont un petit peu plus de temps, puis ils sont un peu plus au calme, notamment parce qu'il y a le quartier-maître général, donc c'est un haut gradé dans l'armée, qui se convertit. Donc c'est un peu plus protégé, donc ils vont faire une milice et tout. Ils ont le temps, ils peuvent se poser et regarder les visions tranquillement. C'est ça. Et notamment mettre un petit peu au point qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui l'est pas. Parce que là, ça part un petit peu en couille, tout ça. Ça visionne de tous les côtés. Voilà. Et donc Joseph Smith, il met un peu à plat les écrits sacrés qui rassemblent dans un gros bouquin qui s'appelle les Standard Works, donc les travails standards du Mormon, les œuvres standards du Mormon, qui contiennent donc la Bible du roi Jean, donc la King James Version, la Bible la plus lue en anglais, qui a déjà des problèmes de traduction, hein, je sais pas, mais ça a été un peu traduit n'importe comment. Mais voilà. Ouais, mais ils n'avaient pas de lunettes. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, dans les standards, la Bible du roi Jean, le livre de Mormon, parce que bon, maintenant qu'on l'a publié, voilà. Un autre bouquin qui s'appelle Doctrine et Alliance. D'accord. Ou Doctrine and Covenants en anglais, qui rassemble les révélations et commandements qui ont été reçus par Joseph Smith, et ensuite on en rajoutera un peu plus par ses successeurs. Et la Perle de Grand Prix, qui contient le livre de Moïse et l'Évangile selon saint Matthieu, qui sont en fait 2 des bouquins de la Bible, mais retraduits par Joseph Smith. Avec ses lunettes ? Bah oui. Enfin, non, avec la pierre. Bah, avec la pierre de vision, parce que ça lui permet aussi de lire l'hébreu dans le texte. L'hébreu réformé aussi ? Sûrement. Une autobiographie de Joseph Smith, aussi, dans la Perle de Grand Prix. Les articles de la foi, qui sont un petit peu les commandements, quoi, en gros. Et le livre d'Abraham. Alors, le livre d'Abraham, c'est aussi Joseph Smith qui l'a traduit, mais cette fois-ci à partir de papyrus égyptiens. D'accord. Qui viennent vraiment d'Égypte, hein, qui ont été découverts par un archéologue italien au début du 19e. Genre rouleau de la mer morte, un truc. Non. En fait, donc l'italien, là, c'est un égyptologue, un proto-égyptologue, quoi. Il va en Égypte, il trouve des momies, il les vole. Parce que... comment enfin, il est archéologue, quoi. Ouais. Donc, voilà. Archéologue. D'ailleurs, elles sont au British Museum, maintenant. Bah, en fait, il les ramène en Europe, et puis il meurt. Et il y a un mec qui les récupère et qui les ramène aux États-Unis pour les vendre. Mais pour vendre les momies, bah, il faut les exposer. Donc, il fait une tournée pour exposer les momies. Et donc, il passe dans l'Ohio. Et avec les momies, il y a des papyrus qui étaient dans les sarcophages, quoi, tu vois. Et donc, tu as des mecs qui vont voir l'exposition et qui disent « Ah, bah attends, Joseph, il y a des trucs en égyptien, tu dois pouvoir les traduire, ça serait hyper bien. » Donc, on lui amène des facsimilés, hein, des papyrus. Et puis, lui, au premier coup d'œil, il dit « Ah bah oui. Alors ça, c'est écrit de la main d'Abraham. Ça se voit tout de suite. Hein. On reconnaît les hauts. Et donc, il est traduit. Et donc, c'est comme ça qu'on a le livre d'Abraham. D'accord. Qui est en gros le journal intime d'Abraham quand il était en Égypte. Pas certain qu'Abraham était en Égypte, mais bon. Et qu'il savait vraiment écrire. Aussi, mais en hiéroglyphe. Il semblerait qu'il y avait un autre papyrus que Joseph Smith n'a pas eu le temps de traduire, mais qui était censé être le livre de Joseph. D'accord. C'est dommage. Le fils d'Abraham, Joseph. Un autre patriarche de l'Ancien Testament. Pas le Joseph de Jésus. Non. Mais il y a beaucoup de Joseph dans la Bible, mais non, un autre. Mais il n'a pas eu le temps de traduire ce qui est mort avant. Joseph Smith.
Alors, ces papyrus-là vont être perdus pendant un certain temps. Au moment où il fait sa traduction, Joseph Smith, il en profite pour publier une grammaire égyptienne. Ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il a réussi à transmettre son savoir de la traduction aux générations suivantes? Oui. Il prend en compte les générations suivantes, il produit, donc là on est en 1835, hein, il publie sa grammaire égyptienne. La grammaire égyptienne de Champollion, on l'a publiée en 1836. Hein. Donc c'est le premier. Donc c'est le premier, voilà. Sans pierre de rosette, sans rien, il voit un papyrus et tout de suite il dit voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais, donc ils seront perdus pendant un moment ces papyrus, puis on va les retrouver au début du XXe siècle. Et ils seront analysés qu'en 1966. Parce qu'en fait, la plupart des gens s'en foutent. Mais il y a quand même des gens à un moment donné qui font mais attendez, on va regarder quand même. En fait. C'est une liste de courses. Non, c'est des extraits du livre des morts égyptiens que tu fous dans les sarcophages pour dire aux morts ce qu'ils doivent faire, quoi. Bon. Mais au nom de gens, qui ne sont ni Abraham ni Joseph, des prêtres, des nobles, bon. Mais c'était pas loin. C'était pas loin. Bon. Mais donc, à 1966, quand même, faut attendre pour qu'il y ait un qui fasse ça. En 1843, Smith va aussi traduire les plaques de Kinderhook dans l'Illinois, qui est un bled dans l'Illinois. Qu'il a trouvé dans un gros œuf. Non, c'est des mecs qui lui ramènent ces 6 plaques de bronze qui sont gravées de caractères en égyptien réformé, a priori. Et donc, on lui ramène, un peu comme le papyrus. « Joseph, regarde !» Regarde, il y a trop de plaques dans le coin. C'est ton truc, un petit peu, les plaques. Donc, il traduit les plaques de Kinderhook, mais il ne les met pas dans le canon. Malgré le fait que c'est quand même le journal intime aussi d'un des descendants de Noah, un des membres des Jarédites. D'accord. Mais du coup, pourquoi sur du bronze? Parce que c'est peut-être pour ça qu'il ne les met pas dedans, parce que c'est... c'est plus précieux que l'or. C'est moins bien que l'or. Alors, pourquoi sur du bronze? Parce qu'en fait, elles ont été fabriquées, ces plaques, par 3 mecs du coin, à partir d'une théière en bronze. Sur laquelle ils ont gravé des trucs à la con, puis ils les ont enterrés, ils ont fait « on a trouvé des plaques ». Il semblerait que Smith ait vu un petit peu le coup venir, le coup des plaques, ça lui connaît. Hein, c'est... Je peux se dire, personne peut être aussi chanceux 2 fois dans sa vie. Ouais, c'est ça. Non mais, takes one to know one, quoi. Et effectivement, c'était un hoax, ça a été prouvé dans les années 80. Par des scientifiques, parce qu'on les a retrouvés. Parce qu'eux l'ont jamais dit? Non, les mecs du coin, ils l'ont dit à certaines personnes, mais c'était toujours un peu, La légende urbaine. Ouais, on savait pas trop. Et puis finalement, on les retrouve, les plaques, et il y a un scientifique qui fait, attendez, maintenant, moi j'ai un microscope à effet tunnel, là, on va regarder. Non, c'est une théière. C'est une théière. Regardez, il y a écrit Iker. Ouais, c'est presque ça. Et puis donc, en 1844, Joseph Smith meurt. Il est tué dans sa cellule de Carthage, Illinois. Sa cellule de moine ou sa cellule... Non, sa cellule de prison. Parce qu'il s'est fait arrêter pour destruction de biens publics et appel à l'émeute. Il a détruit la presse du Nauvoo Expositeur, qui est un journal de la ville de Nauvoo. Qui se foutait de sa gueule. Ouais. Donc, ça passe pas bien, parce que c'est quand même un peu anticonstitutionnel de détruire un journal aux États-Unis. Donc, et puis, il y a encore des milices qui veulent la peau des Mormons de toute façon, donc il l'arrête. Enfin, il se rend. Ils le mettent en prison, puis là, t'as une milice qui charge et puis qui tue tout le monde. C'était pas dans sa vision. Alors, parce que une fois que le président prophète est mort, forcément, il y a une crise de succession, parce qu'il faut en trouver un autre. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir au moment où il s'est rendu? Peut-être. Il avait déjà désigné quelqu'un? C'est là tout le problème. Donc, on a une crise de succession. Et les principaux prétendants sont Brigham Young. Le fameux de BYU. La Brigham Young University à Salt Lake City. Donc Brigham Young, à l'époque, il est président du quorum des 12 apôtres. Parce que c'est vachement hiérarchisé, quand même, l'église. C'est une religion, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est le président du... c'est le sous... Ouais, c'est le grand dragon doré, quoi. Ouais, plus ou moins. C'est Brigham Young qui va emmener les Mormons à Salt Lake City. Hein. Il y a tout un truc. Bon, en fait, il mérite un épisode à lui tout seul, Brigham Young, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et il va être président prophète de la branche principale des Mormons. C'est lui qui va gagner, plus ou moins, la crise de succession. Il va avoir pas mal de révélations sur le mariage plural. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il épouse. Alors 2, c'est bien. Attendez. J'en ai un autre. En fait, 4, ça passe. Bon, pas plus de 60. Il en aura 52, je crois, quand même, des femmes. Et quelques visions aussi sur la place des Noirs dans l'Église et la société.
attaché. Qu'on sentait déjà un peu venir. Oui. Mais le noir, lui, il les aime bien attachés. D'accord. Voilà. Au contraire de ces femmes. Alors, c'est pas no king shaming. Tant que c'est consenti, on fait ce qu'on veut. Mais ces femmes, elles étaient pas très âgées, donc bon, bref. Mais du côté des noirs, c'était pas très consenti, du coup. Non plus, non. Non. Donc, premier prétendant, Brigham Young. Deuxième, James Strong, ancien pasteur baptiste qui est converti de la dernière heure, parce qu'il s'est converti en 1844, quelques mois avant que Joseph Smith meure, mais très charismatique et très... il est proactif, quoi. D'accord. James Strong. Donc, il monte très vite les échelons. Il devient empereur Leash, je crois. Pas loin. Parce en gros, il va déclarer qu'il a reçu une lettre de Joseph Smith avant l'assassinat de Joseph Smith, dans lequel Smith le nomme comme successeur. C'est en égyptien réformé. Non, là, c'est en anglais. Il montre la lettre à tout le monde, mais enfin... Il la montre, quoi. Voilà, il la montre de voyez, loin. J'ai un document, là, qui dans dit cette que... enveloppe. C'est ça. Et il va quand même avoir un certain nombre de mecs qui vont le suivre. Il va mener une branche dissidente des Mormons, les Strangites, D'accord. sur Beaver Island, dans le Michigan, où il se fera couronner, effectivement, roi du royaume des dieux. De Dieu, pardon. C'est pas mal, comme titre. Ouais, mais il se fait couronner roi. T'as tendance à dire que si c'est le royaume de Dieu, en fait, le roi, c'est Dieu. Oui, mais il a besoin d'un sénéchal, si tu veux. Ouais, non, mais je veux dire, lui, il y va franchement. Oui. Mais l'avantage d'être roi du royaume de Dieu, c'est que c'est pas lié à un territoire. Oui. Donc s'il se fait déloger de Beaver Island, il est toujours roi. Ouais. Donc c'est mieux. C'est plus pratique. Ou si ça grossit. Voilà. Et alors, tout ça, c'est grâce à 2 autres sets de plaques métalliques qu'il va traduire. Les plaques de Vori, qui sont le testament de Raja Manchu de Vorito, un roi... Qui a donné le cocktail. Ouais. Non, Vorito, pas Ouais. Morito. Vorito, pardon. Mais donc, qui est un Raja. Voilà. Et le livre des lois du Seigneur, qui a été apporté par Nephi, donc en Amérique. Voilà. Donc ça, c'est des plaques qu'il a trouvées lui-même et qu'il a traduit lui-même et que jamais personne n'a vu à part lui, parce que voilà. Mais elles ont été perdues. Bad ball. C'est Moroni les a pas repris? C'est peut-être ça. Il dit, je me suis pas non plus plongé entièrement dans la biographie de Strong, mais il est marrant. Et le troisième prétendant, Joseph Smith III, donc le fils de Joseph Smith, parce que Joseph Smith, en fait, c'est Joseph Smith Jr. D'accord. Aidé par sa mère Emma, parce que donc en 1844, il a 12 ans, Joseph Smith III, qui, lui, va fonder l'église réorganisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est la 2e plus grande obédience mormone actuellement. Ah, donc ça existe encore? Oui, mais ils ont changé de nom. Maintenant, ça s'appelle la Communauté du Christ. D'accord. Ils ont changé de nom en 2001. Et ils sont un peu plus progressistes que les autres. Donc, ils ont le droit de boire du café, tu vois. Et de manger du chocolat. Ils ont le droit d'entendre de la musique de temps en temps s'ils la choisissent pas eux-mêmes. C'est ça. Et ils répondent aux Noirs quand elle leur parle. Mais du coup, là, on est un peu chiite contre sunnite, quoi. Un peu, ouais. Il y a un peu de ça. Et d'ailleurs, la Communauté du Christ, là, l'église réorganisée, elle va être quand même présidée, parce que c'est aussi un président prophète, par un descendant de Joseph Smith jusqu'en 1995. Ah merde, et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est le dernier qui a dit non, mais c'est bon, en fait, maintenant, ça va être Raymond, là, qui est... Parce que, vous voyez, moi, je suis pas très enfant. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je m'en fous un peu. Oui, mais... en soi, ça n'a pas grand importance. Non, mais voilà, ils sont un peu plus libéraux. Ouais, mais ils sont pas très libéraux au point de dire non, mais j'ai pas eu d'enfant parce que, vous voyez. Ah si, tu vois, par exemple. Raymond, c'est un peu plus qu'un ami. Par exemple, la Communauté du Christ, ils sont pas contre les homosexuels. Ils acceptent le mariage LGBT et tout. Ah oui, carrément. Ah oui, non, ils sont un peu plus. Il faut qu'ils se démarquent. Parce qu'ils sont que 250 000 quand même. Là où les autres, ils sont 16 millions. Quand même. Dont 6 aux États-Unis. Donc en fait, il y a plus de Mormons en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Ouais. Voilà, bref. Et donc, bon, voilà, je passe un peu les détails de l'installation des Mormons à Salt Lake City, mais maintenant, l'Utah, c'est un peu l'état des Mormons, quoi. Mais plus de polygamie. Non, plus de polygamie, assez vite, en fait. Ben, je crois que c'était une des conditions pour devenir... Oui, ils ont un problème. Si on fait un épisode sur Brigham Young, ils vont faire une guerre, quand même, à cause de ça. la guerre du harem, quoi. Ouais, un peu. Bon, alors, une guerre, faut le dire vite, c'est pas non plus des milliers de morts, mais bon, ils appellent ça des guerres mormones et tout. Typiquement, l'église réorganisée, très vite, dit non, la polygamie, non. Par contre, James Strong, il fait oui, ouais. Écoute. Pour moi, ça va. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai eu une vision. Ça passe. Ça passe. C'est les guides.
Bon, mais je t'avais promis qu'on parlerait d'un escroc, et jusqu'à présent, je vois pas ce qui nous permet de douter de l'honnêteté des gens qu'on a là, on évoqués. n'a pas encore croisé d'escrocs. Non, on a croisé des prophètes. C'est ça. Des présidents prophètes et des scribes, mais bon. Des visionnaires. Des visionnaires, c'est ça. Donc revenons à Mark Hoffman. Donc né en 1954 à Salt Lake City, dans une famille mormone. Apparemment, c'est un élève médiocre, mais il a quand même un certain nombre de hobbies. C'est un peu un... C'est le système scolaire qui ne lui réussit pas, mais il n'est pas débile, quoi. C'est un zèbre. Voilà, c'est ça. Il est HPI. Et donc, ses hobbies, c'est la prestidigitation, la chimie, la numismatie et la philatélie. D'accord. Donc, même chez les Mormons, on peut imaginer qu'il n'avait pas beaucoup d'amis quand il était enfant, quand même. Mais selon ses propres dires, il aurait, quand il était adolescent, contrefait un poinçon sur une pièce de 10 cents qui aurait bluffé des associations de numismates et même le Trésor américain. À quel âge, 10 ans? À 15 ans, 15 crois, ou un truc comme ça. Alors, bon, c'est lui qui le dit. Hein. Oui. Mais on n'a pas de raison de douter de lui. Non, je crois qu'elle a été retrouvée quand même, la pièce. Donc en fait, c'est juste une pièce normale sur laquelle il a rajouté un poinçon. Hein. C'est pas non plus... En 1973, donc à 19 ans, il se porte volontaire pour devenir missionnaire, ce qui est fortement recommandé chez les Mormons, mais pas obligatoire. D'accord. Mais bon, si tu veux monter dans l'église, il faut un peu faire missionnaire. Et puis en plus, ça te permet de voir un peu du pays. C'est ça, puisque en l'occurrence, il est envoyé en Angleterre, à Bristol, pour 2 ans. Les missionnaires, c'est 2 ans. Où il va croiser Banksy. C'est possible, c'est peut-être... C'est peut-être... Ah merde. Est-ce que c'est la découverte de l'alcool? Parce que autant dans l'Utah, on vend pas d'alcool, mais à Bristol, si. En Angleterre. Ouais, c'est peu connu, mais ouais. Est-ce que c'est les effets intrinsèques de la perfide Albion ou juste l'éloignement de la communauté? Parce que il y a sûrement déjà des Mormons à Bristol à l'époque, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est en Angleterre que Mark commence à questionner un peu les enseignements de son église. Et c'est pas fait un peu pour ça, le fait de les envoyer en mission? Alors, je crois pas que ça soit comme les Amish. Hein. Je crois que c'est pas comme le Rumspringa chez les Amish? Non, parce que le but, c'est vraiment de faire du prosélytisme. Hein, c'est de ramener des mecs et tout. Hein. Et ça marche, parce que s'il y a 16 millions de Mormons dans le monde, 10 millions en dehors des États-Unis. C'est pas que des enfants. Quoi. Même s'ils font beaucoup d'enfants. Donc il commence à questionner les enseignements de son église et à se passionner pour les livres anciens, parce qu'en fait, il cherche des preuves. Oui, un peu des preuves de ce qui s'est passé ou des récits, notamment sur la vie de Joseph Smith, mais de l'époque. Et il retrouve des bouquins écrits à l'époque par d'autres mecs qui sont pas tous mormons. Et pas tous visionnaires. Voilà, c'est ça. Des livres écrits par des gentils, quoi, finalement. Oui. Quand t'es pas mormon, t'es un gentil. D'accord. Un gentil. Gentile. Bref, au bout de 2 ans, il retourne à Salt Lake City et il s'inscrit à l'université de l'État de l'Utah en médecine. D'accord. Et il se marie en 1979 avec une femme mormone qui lui donnera 4 enfants. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis, au début de 1980, Mark, il va rentrer un soir avec une Bible du XVIIe siècle qu'il a fièrement acheté. Il le montre à sa femme. Genre, regarde ce que j'ai découvert, c'est formidable. Genre, mais tu devais pas aller acheter du pain? Non, mais elle sait qu'il a toujours une passion pour ces trucs-là. Il a, en dehors de sa carrière de faussaire, il avait une collection de livres anciens. Il y a eu pire. J'ai vu qu'un mec a dit à sa femme, genre, je vais acheter un salon de jardin. Et en fait, il a acheté Stonehenge. C'est possible, ça? On peut acheter Stonehenge? Bah, en 1917, écoute, on peut. Ah ouais. Non, bah, donc là, il a trouvé une Bible du XVIIe siècle et il est hyper content, donc il le montre à sa femme. Sa femme la feuillette et, collée entre 2 pages, elle trouve un morceau de parchemin recouvert de signes vaguement égyptiens. Mark, qui est quand même un peu versé dans le mormonisme, reconnaît tout de suite le transcript d'Anton. Ah, bah oui. Le petit bout d'égyptien réformé que Joseph Smith avait donné à Martin Harris pour qu'il le montre à un linguiste. Il le reconnaît parce qu'il vient de le fabriquer. mais parce qu'il s'y connaît en mormonisme. Ouais, mais du coup, on avait des copies de ce transcript? Non. Mais en soi, en vrai, ok, il l'a fabriqué, mais en vrai, dans l'histoire, comment tu peux le reconnaître? Écoute, parce que tu connais pas l'égyptien réformé. c'est peut-être ça. Non, mais même si t'es un expert et qu'on te demande d'expertiser ce truc-là.
Non, alors en fait, il y avait quand même un peu des facsimilés. Mais on avait perdu le transcript lui-même, mais il y avait des gens qui avaient un peu recopié, quoi. Mais pas en entier. Là, il le montre en entier. Enfin, il dit que c'est le machin en entier. En même temps, quand il est dans sa cuisine avec sa femme, c'est pas sa femme qui va lui dire non, c'est pas ça, je m'y connais, tu vois. Et après, maintenant qu'il a une complice, en fait, maintenant que c'est pas lui qui l'a trouvé vraiment, genre, ouh, et il peut aller le montrer à des experts. Oui. Et les experts en question, ils connaissent l'Égyptien réformé comme toi ou moi, hein, donc, parce que de toute façon, personne connaît l'Égyptien réformé vu que ça n'existe pas. Tout ce qu'ils peuvent expertiser, c'est que le papier est ancien et qu'il date vaguement du 19e et que, ouais, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est pas des caractères qu'on reconnaît, donc tu pourrais voir, c'est des traces d'ADN. On est en 1980, hein. Ça coûte cher, les tests ADN. Ça coûte cher à l'époque. Toujours est-il, les premiers experts disent, ouais, ça a l'air legit. Écoute, il y a peut-être une typo là, mais... Mais bon. Et donc, il va le montrer ensuite au plus grand expert en documents historiques de l'église mormone, qui, tout de suite, l'identifie aussi. Et bien sûr, c'est limpide. C'est ça. Et donc, le 13 octobre 1980, Mark vend son transcript à l'église de Salt Lake City pour $25,000 et quelques artefacts mormons, dont une première édition du livre de Mormon, des pièces et des billets de l'époque et tout, pour sa collection personnelle et absolument pas pour en faire des copies. Oui. $25,000, c'est pas... c'est pas mal quand même, en 1980. Oui, ça doit faire... il a dû pouvoir s'acheter une ou deux maisons avec ça. Ouais, c'est ça. Et donc, après ce premier succès, il abandonne ses études de médecine et il se lance à fond dans le business des livres et documents anciens. Et il devient vite assez respecté, en fait, dans le milieu. Notamment parce qu'il retrouve un certain nombre de premières éditions dédicacées de la main de l'auteur. Alors, de différents auteurs, hein, pas forcément d'auteurs mormons. Et des lettres perdues de George Washington, d'Abraham Lincoln et d'autres mecs un peu importants des États-Unis. C'est lui qui retrouve le carnet des mémoires d'Abraham Lincoln ? Je ne crois pas, non. Lui, c'est plutôt des lettres. D'accord. D'Abraham Lincoln. C'est le carnet où il explique comment il tue des vampires. Ah oui, non, pas celui-là. Non, lui, c'est plus des lettres. D'accord. Bon, alors évidemment, comme c'est lui qui fabrique tout, c'est facile de les trouver, tous ces trucs. Enfin, les premières éditions, c'est pas lui qui les fabrique, il les achète. Par contre, après, il contrefait la signature des mecs. Bon. Parce qu'il les achète à des mecs, et les mecs, après, c'est... oh bah merde, j'avais vu qu'il y avait la signature de l'auteur. Non, mais il y a des contacts en Angleterre, en fait, parce qu'à Bristol... Bref, il s'arrange. Il est pas complètement con. En fait, il est même très fort pour fabriquer ces choses-là. Parce que, comme il y a une partie de son business qui est légale, en fait, il a accès à du papier des années du 19e ou d'avant. Et il s'y connaît suffisamment en chimie, parce que c'était un de ses hobbies quand il était gosse, pour vieillir les encres un peu artificiellement. Et surtout, il est très fort pour imiter des écritures. D'accord. Et donc, il imite... assez bien, suffisamment bien les écritures pour que des experts disent « Ah bah ouais, c'est vrai, on reconnaît bien le R d'Abraham Lincoln, là. Hein, c'est avec les petits cœurs au-dessus. Oui. C'est lui, quoi. À la place sur les i. Mais bon, en dehors de ça, qui est un peu son side hustle, mais le fait qu'il faut nourrir sa famille, quand même. Mark, il a bien l'intention de profiter de ses capacités et de la naïveté des Mormons, ou de leur tendance à prendre un petit peu tout pour argent comptant à partir du moment où ça confirme leurs histoires de plaques dorées et de... Oui, parce que, vu tout ce que tu nous as raconté, il n'y a pas de proportion à être naïf, je veux dire. Chez le Mormon moyen pas tant que ça, je veux dire. Pas plus que les autres. Non. Il y a mon voisin, il vient me dire, il y a un ange qui m'a trouvé des plaques dans le champ à côté, là. Tu veux pas qu'on transcrive ? Au début, je le crois. Ah oui. Après, il me montre pas les plaques, mais je continue à le croire. C'est logique, tout le monde ferait ça, quoi. Qui pourrait douter de ça? Il espère bien profiter d'un petit peu de tout ça pour se faire de l'argent, mais aussi pour les faire passer un peu pour des cons, hein, parce que y a une petite odeur de vengeance, hein, quand même, dans cette histoire. Il a du mal le vivre, le catéchisme, quand il était gosse, Mark Hoffman. Il dit lui-même, d'ailleurs, que avec le transcript d'Anton, là... au moment où il le vend, il y a le président prophète de l'époque et son successeur qui sont là et qui ont les larmes aux yeux de voir ce truc-là. Et il dit, bon, c'est vrai que j'y ai ressenti un certain plaisir sadique. Une petite demi-molle. Et j'avais bien envie de recommencer quand même. Donc il recommence. En 1981, il annonce à l'église de Salt Lake City qu'il a découvert une lettre de 1865 dans laquelle un mormon reconnaît que Joseph Smith avait désigné son fils comme successeur et non Brigham Young.
Ah merde. Un mormon de Salt Lake City, hein, qui écrit à son beauf ou à son pote, ouais, moi j'avais lu quand même la lettre de Joseph Smith, Brigham Young, il abuse, il a usurpé sa place. Hoffman, il est persuadé que l'église de Salt Lake City va tout faire pour enterrer, pour racheter la lettre et l'enterrer, tu vois. Donc il y va et il demande $20 000. Cash. Sauf qu'il demande à un mec qui lui dit, oui, bon, écoute, je suis pas bien sûr de ton machin là. Donc Hoffman, il va la proposer à l'autre église. C'est ça, qui va... L'église réorganisée, qui est encore dirigée par un Smith en plus à l'époque. Là, celle de Salt Lake City, on entend parler, donc il fait un peu monter les enchères. Finalement, l'église de Salt Lake City dit, OK, $20 000 rubis sur l'ongle, on te les donne tout de suite. Par contre, t'en parles à personne. Mark Hoffman, il a qu'une parole, il donne la lettre. T'en parles pas à personne, sauf que tu viens d'en parler... Oui, à part à notre église. Je veux dire, mais pas à plus de monde, quoi. Mark Hoffman, OK, il prend ses $20 000. Pas ça sur Wikileaks, quoi. Non, mais le lendemain, hasard incroyable, le New York Times reçoit une copie de la lettre. Et il la publie. Pas publier un article dessus, quoi. On sait pas qui. On sait pas qui. C'est pas Mark Hoffman, en tout cas. Enfin, lui, il dit que c'est pas lui, à l'époque. Et on pourrait essayer d'analyser l'écriture sur la lettre. Il a une photocopie. Bon, donc comme ça a l'air de marcher, il continue. En 83, il va fabriquer et vendre à l'église de Salt Lake, toujours, une lettre de Joseph Smith qui confirme qu'avant de parler à Dieu, il était chasseur de trésors. L'église, ça fait déjà longtemps qu'elle essaye de faire oublier ce truc-là. Parce qu'ils sont quand même pas très, très, très fiers de ça. Donc, ils achètent la lettre rubis sur l'ongle et ils sont encore une fois très surpris que le lendemain, la presse reçoive la même lettre. Ça arrive, je veux dire, coïncidence. En 84, dans un de ses coups les plus célèbres, il va fabriquer et vendre au numéro 2 de l'église, futur président prophète, une lettre écrite par Martin Harris, donc le premier scribe, dans laquelle il raconte que lors de ses premières visions, Joseph Smith en fait parlait avec une salamandre blanche, et non pas avec un ange. Donc bon, comme d'hab, après avoir encaissé l'argent, Marc, il envoie la lettre à la presse, donc tout le monde est au courant, et donc les apôtres, le président prophète et tout, ils font un petit peu des contorsions intellectuelles pour dire non mais alors vous voyez, la salamandre... un ange, enfin je veux dire... ça se vaut quoi, ils vivent dans le feu tous les deux, c'est une métaphore, c'est limpide. Oui. Hein, et j'avais parlé avec une salamandre, voyons. Bon. Ou alors c'est peut-être, tu sais, comme les Pokémon. C'est une évolution. C'est une évolution. L'ange Moroni, c'est une évolution de la salamandre. De Salamèche, non? C'est pas comme ça que ça s'appelle. Cela dit, quelques mois après que l'affaire soit sortie dans la presse, Gerald et Sandra Tanner, qui sont deux spécialistes de l'histoire mormone, ex-mormons eux-mêmes, qui en fait ont fait un petit peu toute leur carrière pour essayer de débunker un petit peu le mormonisme, vont dire non mais alors ça c'est un peu trop gros quand même. Faut peut-être pas pousser. Faut pas pousser cette info. Mark Hoffman, il leur dira en privé, mais les gars, vous êtes cons ou quoi? Putain, je vous donne du grain à moudre là. On est en train de tous se foutre collectivement de leur gueule. Ouais, c'est bien, non? C'est ce que vous voulez. Et les tanneurs, ils font, on est tout pour se foutre de la gueule des Mormons, mais faut pas tricher. Voilà. Faut faire ça dans les règles. On a été élevés quand même d'une certaine façon. Voilà. En tout, il va vendre 446 faux documents à l'église mormone pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Quand même. Tranquille. Il aurait pu faire un musée. Avec tous ces trucs, il aurait pu. Et puis en 1985, il va se lancer dans son coup le plus ambitieux, qui est en fait plusieurs coups qu'il va faire en même temps. D'abord, il va répandre la rumeur comme quoi il aurait retrouvé la collection McLellin, du nom de William McLellin, qui est un des premiers adeptes de l'Église, qui s'est barré avec perte et fracas quand la banque a fait banqueroute là dans l'Ohio. D'accord. En disant vous êtes tous des escrocs et tout machin, et qui ensuite a passé le reste de sa vie à essayer de détruire l'Église mormone. Et c'est un peu une légende urbaine, la collection des papiers de ce mec-là, c'est le Graal pour les mecs qui veulent faire tomber l'Église mormone. Donc il fait répandre la rumeur qu'il a découvert ça et qu'il est prêt à la vendre à l'Église de Salt Lake parce qu'il est gentil. Oui. Sauf qu'il les a pas tout de suite, il leur dit. Il leur dit, bon, j'ai pas tout, là, j'ai trouvé le mec qui les a, j'ai le filon. Ça se trouve, il y a même les 116 pages perdues là-dedans, hein, donc c'est important, hein, quand même, le machin. L'église dit, bon, ok, écoute, on va te filer un acompte de $185 000, quand même. Ah oui. Alors qu'en fait, ils les ont déjà, les papiers de McLellin, mais ils ont oublié. Mais elles sont quelque part dans leurs archives, ils les ont achetés en 1908. Mais bon.
Comme en fait, c'est le genre de trucs, en fait, plus personne ne les regarde. Oui, c'est ça. Et puis c'est tellement important qu'ils sont prêts à mettre énormément d'argent, mais en fait... Bah, pour les enterrer, surtout. Ah oui. Ils sont beaucoup dans enterrer des trucs, quand même, l'église mormone. Et puis, il y a aussi la possibilité qu'ils n'avaient pas tout. Oui, peut-être. Donc, ils sont là, ok, bon, pourquoi pas. $185 000 d'acompte. Au même moment, Hoffman est en train d'essayer de vendre à la bibliothèque du Congrès un faux de Oath of a Free Man, donc le serment d'un homme libre, oui. qui est le premier document imprimé en Amérique en 1639, qui était le serment des citoyens de Pennsylvanie, je crois, ou un truc comme ça. Allez. Ou le Connecticut, bref. La librairie du Congrès est prête à payer $1,5 million, quand même, pour ce truc-là. Parce qu'il y avait eu que 50 machins imprimés à l'époque, ils ont tous été perdus, et lui, il dit, j'en ai trouvé un. Il était dans une Bible du 17e. C'est ça. Sauf que la librairie du Congrès, elle fait un peu plus attention à l'authenticité des machins qu'elle achète, surtout quand elle les achète $1,5 million. Et surtout quand c'est pas en égyptien réformé, c'est plus simple. En plus, c'est écrit en vrai anglais, donc c'est pas. Donc elle fait un peu traîner la vente. Or, Hoffman, il a un peu des dettes à l'époque, parce que ça coûte cher quand même, les livres anciens. Hein. Il a une vraie collection. Il a une première édition de Sherlock Holmes, par exemple, qu'il a acheté $20 000. Et donc, il a des dettes, il a des créanciers, puis il a notamment l'église de Salt Lake qui lui a dit, écoute, on t'a filé $185 000 quand même. À un moment donné, on va bien aller voir nos documents. Mais il n'a pas le temps de les fabriquer, parce que ça prend quand même un peu de temps de faire ces trucs-là. Et là, il panique. Il panique et il perd tout sens commun. Il va se mettre à fabriquer des bombes, ce qu'il avait déjà fait un peu à l'adolescence, mais là, donc il en fabrique des plus grosses, et il va les mettre dans la voiture de son contact au sein de l'église mormone, un certain Steven Christensen, qui va en mourir. Ah oui. Et dans la voiture de la femme d'un des associés de Christensen. C'est ténu. Le fil est un peu... Mais pourquoi mais bon, il le fait. Quel est le projet? Ouais, mais la femme meurt. Alors, le projet, c'était vaguement de discréditer Christensen en le liant à un mec qui était un peu shady quand même. Hein. La femme, là, elle était mariée à un mec un peu shady. Mais bon, c'est un peu flou. Mais je te dis, il a perdu le sens commun. Là, il fait des bombes et tout, machin. Là, c'est le même jour. Hein. Le même jour, il place ces deux bombes-là. Le lendemain, alors qu'il est en train d'amener une troisième bombe pour faire exploser quelqu'un d'autre, elle pète dans sa voiture à lui. Donc, il est quand même salement blessé. On est en octobre 85, là. Assez vite, la police s'intéresse à lui, hein, en disant, dis donc, c'est un peu bizarre, votre truc, là. Va chez lui. Avec un mandat et tout, quand se met à fouiller, et dans sa cave, trouve tout son matériel de contrefaçon. Et là, ils font, alors, vous avez une explication rationnelle à tout ça, là, ou comment ça se passe? En fait, le problème, c'est que lui, il peut pas aller tout ranger avant qu'il arrive. Bah non, parce qu'il se fait rater, mais en plus, il est blessé. Donc, c'est ça. Ouais. Et donc, il se fait inculper en janvier 86 par un tribunal de l'Utah pour meurtre au premier degré, détention, fabrication d'explosifs, fraude, faux usage de faux. Enfin bon, il y a 27 trucs de condamnation. Mais après intervention de l'Église, parce qu'on est donc dans l'Utah, hein, donc l'Église a quand même beaucoup de pouvoir, Hoffman fait un deal avec la justice et finit par plaider coupable pour meurtre au deuxième degré. Donc, sans préméditation, tout ça, alors que bon, fabriquer une bombe, quand même. Il savait pas. Dans sa vision. il a juste fabriqué une bombe, bon, après, il l'a égarée sous une voiture. Et pour fraude, au sujet de la lettre de la salamandre et de la collection McLean, mais c'est tout. Les autres, on oublie. Il échappe quand même à la peine de mort, hein, grâce à ça. Parce que meurtre au premier degré, c'est... à l'Utah, à l'époque, c'est même peloton d'exécution. Ah oui, c'est comme ça qu'ils s'exécutent? À l'époque. Dans les années 80, c'est encore peloton d'exécution. Oh non, on en reparlera un jour. Mais il est condamné à la perpétuité. En 88, il va dire au comité des pardons, enfin le Board of Pardon, je sais pas comment, c'est un comité, mais que le coup des bombes, en fait, c'était un peu un jeu et que, bon, il y a une femme qui est morte, mais ça aurait pu être un chien. C'est juste une blague, mec. Ouais, voilà, c'était juste une blague. Puis finalement, les mecs qui sont morts, ils étaient un peu shady quand même. Non, mais ils sont morts, quoi. Oui. Je cite, ils sont morts, donc ils sont pas au courant. Oui. Donc, c'est pas grave. Le comité des pardons trouve que non, il a pas été complètement réhabilité et donc refuse son pardon. Il va faire une tentative de suicide. Après, dans sa cellule, il va avaler une boîte d'antidépresseurs. Il va avaler des parchemins. Non, des antidépresseurs.
Et il va tomber dans le coma pendant 12 heures, mais il sera sauvé par les médecins. Ceci dit, pendant 12 heures, il sera étalé sur son bras droit, qui va finir atrophié, et c'est son bras droit qui lui... Enfin, il était droitier, quoi. Donc, il peut plus faire de faux. C'est fini, quoi. Là, il y a plus rien. Donc, malgré son procès, comme je disais au début, on pense qu'il y a certains des faux de Hoffman qui circulent encore, hein, qui sont encore vendus, etc. L'église de Salt Lake a jamais vraiment accepté que tout était faux et qu'elle s'était fait berner en long, en large et en travers. Mais il y a quand même certains des hauts gradés, des leaders de l'église, qui vont admettre que l'aventure d'Hoffman aurait été le plus grand challenge que l'église ait eu à affronter au XXe siècle. Et que, d'un point de vue relations publiques, ça leur a fait mal, quand même. D'un point de vue crédibilité. Ouais, ça leur a fait très, très mal. Après, bon, c'est une religion entière qui est basée sur Sur un mec qui a trouvé des documents anciens qui sortaient de son chapeau, quoi, quand même, presque littéralement. Donc, voilà. Est-ce qu'on doit vraiment être surpris? Je sais pas. Mais en tout cas, toute cette histoire de religion mormone, c'est tellement que ça. Ouais. À tous les étages, tout le temps. C'est assez fascinant. Ouais, c'est fascinant que ça marche, parce qu'à la limite, avec Joseph Smith, ça marche, bon. Mais quand les suivants ont aussi des visions, et disent si, je vous dis, Dieu, il a dit qu'on avait le droit d'avoir plein de femmes. Mais en fait, je pense que t'as une sorte de boucle à partir du moment où t'as accepté la première, ça devient dur de pas accepter celle d'après. C'est le biais d'engagement, non? Ou un truc comme ça? Oui, quelque chose comme ça, ouais. Où t'as commencé, donc tu peux plus revenir en arrière, parce que sinon tu passes vraiment trop pour un con, quoi. C'est ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Harris, notamment. Soit vraiment admettre que t'as été débile, soit continuer à croire, quoi. Ouais, et dire, non, mais si, bien sûr. Métaphore, bon, enfin bon. Sûr, je les ai sous-pesés. je les ai vus dans mes rêves. Alors après, de nos jours, il semblerait qu'à part les hyper fondamentalistes, les autres sont là, oui, bon, c'est une métaphore. C'est une métaphore, mais ce qui est vraiment important, c'est de pas boire de café, quoi. Oui, c'est ça. Et de se marier avec 52 femmes. C'est ça. Alors moi, je voulais continuer un peu à parler. Alors on va quitter un peu l'Utah, mais je me suis dit, on enregistre le 30 octobre. Oui, on est le 30. On est le 30 octobre, effectivement, malgré qu'il fasse 25 degrés. C'est ça, dans le Perche, le temps passe différemment, mais on est le 30 octobre, donc c'est bientôt Halloween. Et donc je m'étais dit, si on parlait d'Halloween. Oui. Donc c'est pour ça que je vais te parler de bière. oui. Et donc le lien, je ne vois pas tout de suite. Mais... Parce que bon, la bière, donc, on peut dire que la bière a commencé au néolithique. Oui, on l'avait dit une fois, je crois. Oui, parce que les plus vieilles traces de bière, donc, c'est 7000 avant celui qui changeait l'eau en vin. Et il aurait changé l'eau en bière. Exactement. En fait, le néolithique, c'est la révolution néolithique. C'est, toi, tu le sais, hein, les frontières chronologiques du néolithique sont un peu liées aux frontières géographiques, puisque finalement, le néolithique, ça correspond au début de l'agriculture. Oui. Qui commence pas au même moment dans tous les endroits. Et là, donc, ça commence 7000 ans avant Jésus-Christ, donc, et ironiquement, en Iran. Il paraît qu'ils font du très bon vin en Iran. Voilà. Et de la bière, du coup. Et donc, voilà, le néolithique, retenez, ça ne commence pas au même endroit pour tout le monde. Ouais. Ce qu'on pourrait traduire par toutes les civilisations ne rentrent pas dans cet âge au même moment. Oui, c'est ça. Comme le savent tous les joueurs. Ah, vous allez arrêter d'essayer de me refaire rejouer à Civilisation, s'il vous plaît. Et il se trouve que finalement, brasser la bière, c'est un peu comme faire du fromage ou barater le beurre, ou d'autres activités domestiques du genre. Ça a longtemps été une activité domestique réservée aux femmes. Ah, c'est vrai que comme maintenant, quand on imagine le brasseur de bière, on imagine un homme un petit peu ventru. Avec une barbe, un peu hipster, des tatouages et un béret. Et un béret. Ça dépend des microbrasseries, mais oui, sûrement. Et ça, tu vois, le fait que ce soit quelque chose qui soit réservé aux femmes, on sait le documenter. Par exemple, on a des textes de l'époque de la Mésopotamie qui parlent des femmes qui brassent la bière. Mmh. La bière sumérienne est représentée par une déesse. La déesse de la bière. La déesse de la bière qui s'appelle Ninkasi. Et il y a une bière qui s'appelle Ninkasi. Exactement. Et ben voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Bref, l'art du houblon est dans ces sociétés où les stéréotypes de genre sont un petit peu marqués, c'est un truc de gonzesse. Oui. Bon, il faut dire aussi que la bière, c'était pas forcément un truc d'esthète, hein, mais c'était plutôt une partie importante
du régime alimentaire. Bah, une bière, c'est 2 tartines. Bah, c'est un peu ça. Surtout dans des contrées où tu peux pas produire de vin. Donc c'est une boisson qui est riche en nutriments, qui est protéinée, qui est calorique. Et surtout, bah, ça passe par une phase de chauffage de l'eau. Ce qui permet un peu de la rendre un peu plus potable. Oui, il y a un peu d'alcool dedans. Voilà, si tu couples ça au fait que bah, l'alcool, c'est pas terrible pour un grand nombre de micro-organismes, il y a eu une époque où boire de l'alcool, du vin léger ou de la bière légère, c'était plus safe que de boire de l'eau. Voilà. Enfin, sauf si t'aimes bien faire cacamou, après. Bon. Voilà. Et il se trouve que certaines, donc, sont naturellement dit que toute cette bière qu'elles brassaient, elles en avaient un peu trop. Et donc, finalement, peut-être qu'elles pourraient la revendre. C'est bien les femmes, ça. pour se faire un peu d'argent et aider le ménage. Oui, bah oui. Et dans un contexte médiéval, bah, où est-ce qu'on va vendre son surplus de production ? Au château ? Au marché. Au marché. Au marché, pardi. Comme je l'ai écrit. T'as écrit pardi ? J'ai écrit pardi, exactement. Écoute, je te laisse seul responsable de ça. Comme disent les jeunes. Mais au marché, le problème, c'est qu'il y a du monde. Et donc, ces brasseuses vont inventer une sorte de méthode marketing qui va se répandre sur comment est-ce qu'on reconnaît l'endroit où on peut acheter de la bière. Mais les femmes portent des hauts chapeaux pointus pour se faire remarquer quand elles vendent de la bière sur place, qui est en général vendue dans des grands chaudrons. Ok. À la maison, elles utilisent aussi des chats pour veiller à la protection du grain. Logique. Qui est la base de la bière, donc pour le protéger des rongeurs. Tu vois sûrement... Ouais, un peu. Le château pointu, le chaudron, le chat, il lui manque plus que le balai, et puis... Alors, le balai, j'ai lu 2-3 trucs, mais... Je crois que c'est lié à autre chose, le balai. C'est lié à autre chose, même si dans les brasseries artisanales, il y avait ce qu'on appelle le hail stick, qui est un bâton que tu mettais devant la maison pour dire « c'est bon, il y a de la bière ». Et que t'enlèves quand t'as tout vendu. Ok. donc il y a quand même une idée de... Bon, puis c'est des gonzesses au Moyen-Âge, en même temps, c'est elles qui passaient le balai, quoi. Oui. Pas le si chevalier. quelqu'un passait le balai. Le problème, c'est que vers le 15e et le 16e siècle, on va voir apparaître des grandes brasseries à but uniquement commercial et qui vont petit à petit venir concurrencer l'artisanat local. Et le capitalisme, déjà. C'est ça. Mais quand on parle de capitalisme, de business d'ampleur à l'époque, bizarrement, on quitte un peu le monde des femmes. Alors que de nos jours. alors que de nos jours. Bon, on a quand même... Hein ? Ouais, Christine Lagarde. C'est ça. Et celle de... Ouais. Enfin, tu vois, capitaliste, quoi. Ouais. Bref, le monde de la brasserie commence à être dominé par des hommes. Et pour asseoir leur position, ils vont se lancer dans une petite campagne de dénigrement contre ces brasseuses domestiques qui vont être bien aidées par le ressentiment de la population. Donc, la population, elle a un ressentiment contre les... Oui, parce que tu vois, on va les accuser de couper leur bière à l'eau ou avec d'autres breuvages pas chers. Et si on est honnête, tu vois, le fait d'avoir un ressentiment contre les commerçants à qui tu vois, de dire « Ah, t'essayes de m'arnaquer, t'essayes de m'escroquer », c'est un truc, on n'est pas fier, mais ça existe, quoi. Ouais. Et donc, c'est des rumeurs, un ressentiment qui va se propager. Tu as un fameux poète de l'époque qui s'appelle John Skelton, qui va raconter en vers comment une brasseuse laisse ses poules déféquer parmi ses céréales, donc excréments qui se retrouvent directement dans la bière ensuite. Mais qui lui donne du goût. Voilà, et petit à petit, l'image de la brasseuse va devenir celle d'une matrone vieille et moche qui sue, qui crache dans son breuvage, parfois intentionnellement, tout ça pour l'amour de l'argent. Et on sait que gagner de l'argent, ça amène tout un tas de vices, enfin surtout pour les femmes, hein, pas pour les hommes. Pour les hommes, pour les hommes, tout va bien. Les hommes, ils sont responsables. Voilà, exactement. Alors que les femmes, elles le dépensent n'importe comment. Si tu ajoutes au fait que des femmes qui s'y connaissent dans l'utilisation des plantes, alors qu'on commence à avoir la méfiance envers la sorcellerie qui est en train de monter, c'est suspect. Hein. Et petit à petit, les femmes, elles vont se faire sortir de cette industrie qui commence à devenir prospère, comme souvent quand une activité devient rentable.
Oui. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'à cette époque, jusqu'au XVIe siècle, quand on parle de sorcière, en fait, l'iconographie de la sorcière, c'est plutôt je suis nu et je chevauche des bêtes bizarres dans la campagne. Je fais l'amour avec des sangliers et... Voilà, c'est pas no king shaming. Non, mais qu'il est... Mais c'est pas, mais en fait cette association avec le chapeau pointu, avec le physique plus ingrat, avec le chaudron, ça va venir un peu plus tard au XVIIIe siècle. Et il y a des hypothèses qui veulent que cette association, elle soit due à une sorte de coïncidence, qui est qu'en fait, les gens ont réutilisé des illustrations de brasseuses qui étaient un peu en train de tomber dans l'oubli pour illustrer notamment l'encyclopédie de la sorcellerie. Je crois que j'avais lu un truc là-dessus sur les presses en bois, là, où oui, c'est ça. C'est plus rapide de réutiliser des machins plutôt que de retailler. Exactement. Ça se fait avec des presses en bois et pour imprimer les livres, notamment donc l'histoire de la sorcellerie et des sorcières, où on va retrouver des morceaux d'illustrations de brasseuses, en fait. En fait, des étiquettes de bière, quoi. Non, non, parce que c'est les illustrations contre les brasseuses. Voilà, exactement. Bon, le lien est quand même reste un petit peu hypothétique, mais plausible. Donc, je me suis dit que c'était en cette période d'Halloween une bonne façon de rappeler que parfois les femmes qui commencent à devenir un peu trop... en tout cas, qui commencent à faire quelques premiers pas vers un peu plus d'indépendance, notamment économique, qui était plutôt pas très très bien vu à l'époque. Tu vas donner du grain à moudre aux féministes qui disent que les sorcières, la chasse aux sorcières, c'était en fait un génocide antiféministe. Je pense que c'est il faudrait qu'on se penche vraiment là-dessus parce que je pense que c'est une histoire très compliquée. Certes. Je suis pas sûr qu'on trouve facilement d'ailleurs. Non, mais du coup, on se met à chercher. Si tu veux. Allez. Mais du coup, faut qu'on s'arrête là alors. C'est vrai. Mais en même temps, on a déjà appris beaucoup de trucs. C'est vrai qu'on a appris plein de trucs. Donc, on peut s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là et vous continuez à apprendre plein de trucs. N'hésitez pas à continuer à écouter les podcasts du label Podcut, à participer au Patreon si vous voulez nous soutenir et partager, à nous envoyer plein d'étoiles. Ouais, c'est important de nous mettre des étoiles. J'ai entendu quelqu'un dire ça. C'est une façon de recommander aux gens, mais indirectement. Parce que si tu mets des étoiles, les algorithmes vont plus recommander le podcast, mais t'as pas besoin d'aller directement voir quelqu'un pour lui dire « écoute ça, c'est bien ». Ouais, la quatrième fois que vous êtes allé voir quelqu'un pour lui dire « hey, écoute la confiture, tu vas voir, c'est super ». Il en a marre, le quelqu'un. il en a marre. Mais si vous mettez des bonnes notes, c'est l'algorithme qui dira au quelqu'un, et le quelqu'un a tendance à suivre l'algorithme, parce qu'ils sont faits pour. Oui. À la prochaine fois. À la prochaine fois.